Présenté par La Roche-Posay, La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, une fondation dédiée à soutenir financièrement les recherches des scientifiques de l'Axe cancer du Centre de recherche du CHUM. L'immunothérapie peut guérir le cancer. Je suis à l'aise de l'affirmer. Bravo, oui. Mais pas pour toutes les maladies. C'est pour ça qu'on fait la recherche pour essayer d'élargir puis de complémenter avec les autres approches comme la chimio, la radiothérapie puis la chirurgie. Je m'appelle Jean-Daniel Doucet, mais on m'appelle souvent JD. Il y a près de 15 ans, j'ai quitté la recherche contre le cancer pour devenir vulgarisateur scientifique. Dans le balado La Voix du cancer, je vais revoir mes anciens collègues accompagnés de personnalités touchées de près par la maladie. Ensemble, on partage nos histoires tout en explorant les dernières avancées de la recherche, les pistes de traitement les plus prometteuses. Dans cet épisode, avec le musicien Champion, DJ Champion, qui a eu un lymphome de stade 3, on cherche à mieux comprendre c'est quoi le cancer et comment on l'affronte différemment aujourd'hui. Jean Lapointe, allô? Oui, bonjour. Je te présente Maxime Morin, alias Champion ou DJ Champion pour les fans de la première heure. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Maxime, le professeur Régent Lapointe, qui est aussi mon ancien patron en recherche. Régent, c'est l'ancien directeur scientifique de l'Institut du cancer de Montréal. On va aussi entendre ton histoire à toi aujourd'hui, Maxime, en plus de notre cours 101 de cancer. Mais avant, Régent, j'ai une confession à te faire. Tu sais, en 2007, quand je suis entré dans ton laboratoire, il y a un vendredi où il faisait vraiment beau. Tout le labo, on est parti en road trip à Trois-Rivières et on est allé voir un show de Champion. Sérieux? Pour vrai. Et là, je précise qu'on travaillait fort, tu travaillais fort aussi. Il me semble qu'il y a aujourd'hui des options en clinique qui étaient juste de la science-fiction quand moi je travaillais en recherche et qui sont disponibles pour des patients et des patientes. Oui, absolument. Un des gros changements qui a eu lieu dans les 10-12 dernières années, c'est que dans le coffre à outils des cliniciens, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'immunothérapie. OK, c'est quoi ça, Régent, en quelques mots? Je vais juste faire un petit pas de recul. Le cancer, les grandes voies de traitement, c'est la chirurgie, c'est d'aller retirer physiquement la masse tumorale et parfois aussi ce qui peut être autour. Deuxième approche, c'est la radiothérapie. Donc, c'est de diriger des radiations de toutes sortes de façons très, 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 très spécifiquement contre les cellules cancéreuses et ça cause des dommages magistraux au bagage génétique et les cellules meurent. Aujourd'hui, on est rendu très, 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 très précis. On a des méthodes là, assez incroyables là, pour pas trop altérer les tissus environnants. Qu'on vient brûler la tumeur puis pas ce qui est autour. Exactement. L'approche de chimiothérapie, évidemment, c'est en quelque sorte, c'est un poison qui va d'abord et avant tout tuer les cellules cancéreuses, qui va malheureusement trop souvent causer des dommages aussi chez la personne, d'où les effets secondaires qui peuvent être assez importants. Mais le principe de la chimiothérapie, c'est vraiment de donner un poison qui va éliminer très préférentiellement les cellules cancéreuses. Ça fait que c'est les grandes lignes de ce qu'on peut faire, mais il y en a un qui n'existait pas il y a 10-12 ans, c'est l'immunothérapie. Il faut que je fasse attention comment je le prononce, parce que des fois, il y a des gens qui me contactent et disent la luminothérapie. Non, c'est différent. C'est immunothérapie avec un L apostrophe devant. Et ça, c'est assez fascinant parce que les trois premières, on s'attaque directement aux cellules cancéreuses. La chirurgie, la chimio, la radio, mais l'immunothérapie, on passe par un intermédiaire. Quand on donne un médicament pour activer le système immunitaire, le médicament, il ne va pas s'attaquer aux cellules cancéreuses. Il va activer le système immunitaire qui, à son tour, va attaquer les cellules cancéreuses. On active le système immunitaire qui, à son tour, se retourne contre le cancer. Puis là, maintenant, on ose utiliser le mot en C, cure, qui était un peu tabou avant. Puis, je me souviens, quand j'étais au NIH aux États-Unis en postdoc, les gens étaient extrêmement ambitieux. Ils disaient, nous, on veut guérir le cancer. Puis les gens disaient, yeah, right. Tu rêves en couleur. Ce qui est intéressant aussi du système immunitaire, c'est qu'une fois qu'on l'a activé, il garde ça en mémoire. Là, il y a comme une armée de réserve qui reste une fois que le cancer, on s'en est débarrassé et qui va pouvoir réagir si le cancer revient de nouveau. D'où le grand mot cure. Et voilà. Oui, effectivement. Okay. Oui, et protection à long terme. Si jamais ça revient, on espère que cette réponse mémoire du système immunitaire va tout de suite l'éliminer si jamais ça revient. Wow! Régent a étudié aux États-Unis avec le docteur Steven Rosenberg, aujourd'hui considéré comme le père de l'immunothérapie du cancer. Ce type de traitement-là, il stimule le système immunitaire pour combattre la maladie.
Mais pendant des décennies, ça marchait pas. Par exemple, au début des années 90, Dr Rosenberg a traité le cancer de la peau du premier ministre Robert Bourassa sans succès. Aujourd'hui, l'immunothérapie, ça fait partie de l'arsenal de combat des médecins. Avec cette approche-là, on est capable de guérir des gens, des maladies comme des cancers de la peau agressifs et tout ça. Est-ce que c'est complémentaire ou des fois c'est uniquement immunothérapie? Au début, c'était complémentaire, même en deuxième, troisième ligne, comme on dit. Là. La première ligne étant plus les approches classiques. Mais maintenant, c'est utilisé en première ligne très souvent. Là. Donc, ça fait une énorme différence. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on a de plus en plus des traitements personnalisés. Effectivement, on va utiliser des combinaisons de traitements. Puis, pour chaque personne, on va avoir un traitement qui est un peu plus adapté. C'est aussi une des grandes différences qu'on a vu apparaître dans les dernières années, Régent. Bien, si on regarde au début de l'histoire de l'oncologie, il y a 100 ans, le cancer, c'est considéré comme une maladie. Le cancer, c'est des cellules qui prolifèrent de façon disproportionnée et incontrôlée. Maintenant, au fil des ans, on s'est rendu compte que il y a le cancer du sein, il y a le cancer du cerveau, c'est toutes des maladies différentes. Mais même là, aujourd'hui, au sein même d'un même cancer, comme le cancer du sein, on sait qu'il y a des cancers hormonodépendants, hormono-indépendants, etc. Puis là, aujourd'hui, on sait que chaque personne, sa maladie va être spécifique à cette personne-là. Parce qu'il y a un bagage d'altération génétique dans l'ADN des cellules cancéreuses. Puis tout ça, c'est des altérations qui sont propres à la personne. Ça apporte dans la complexité, mais aussi dans les outils qu'on peut utiliser pour traiter les gens. OK. En décodant ces altérations-là, on peut agir à ce niveau-là. Le cancer, c'est pas une maladie. Ce serait plus juste de dire que c'est quelques centaines de maladies. En fait, c'est même probablement plus que ça. On s'est rendu compte depuis une décennie ou deux que chaque cancer, d'une certaine façon, est unique. On retourne, Maxime, si tu le veux bien, en 2010, où tu as des douleurs au ventre, tu perds beaucoup de poids. Et là, commence tout un processus de consultation dans le système de santé. Raconte-moi comment tu as eu la nouvelle de ton cancer. C'est pas des bons souvenirs. Donc, en fait, c'est que je me suis ramassé à l'urgence. Je suis allé 2 fois à l'urgence. La première fois que je suis allé à l'urgence, l'urgentologue m'a donné des antidouleurs et de la crème Voltagel, quelque chose. Ce qu'on donne pour le dos, les raideurs au dos, mettons. C'est ça. Ouais. Fait que c'est un urgentologue, c'est pas un oncologue. Tu sais, c'est le gars qui vient de travailler 48 heures en ligne. Fait que moi, je me suis fié à ce que lui a dit, puis je me suis laissé transporter un peu là-dedans. C'est important de nous-mêmes pas commencer à aller sur l'Internet puis s'auto-diagnostiquer. Docteur Google, on pas ça, là, ça, là, on met ça loin. Mais de quand même de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Puis d'être relativement proactif avec ça. Fait que finalement, je suis allé à une autre urgence. Puis la deuxième fois, ils m'ont gardé. Il y a une oncologue qui a vraiment eu un rôle super positif dans ton traitement, Maxime? Oui, moi, c'est Danielle Charpentier. Elle a été magique. Tous les traitements puis les suivis, mettons que c'est 2 ans et demi, mettons 2-3 ans. Un lymphome de type 3, le suivi au complet. Elle a jamais, mais pas une seconde, démontré aucun doute. J'arrive là, puis là, elle regarde ça. Elle m'a dit, bon, OK. Là, ce qu'on va faire, c'est un traitement de blablabla, un paquet de termes, du Décathlon, puis comme ça. Bon, est-ce que vous avez des questions? Drette de même, bang! Là, je suis comme... Ah non, quand est-ce qu'on commence? J'ai quasiment hâte de commencer, tu sais. J'ai l'impression, Maxime, que d'avoir quelqu'un qui connaît son affaire, qui connaît les traitements, comment ça fonctionne, comment ça se passe dans le corps, c'est rassurant pour un patient. C'est même pas qu'elle connaît ça. C'est qu'elle n'a pas de doute. Elle est forte, puis elle sait exactement comment administrer toute sa science, finalement. Même si les choses sont compliquées, je pense qu'il faut prendre le temps de les expliquer. Et je pense que tu es quelqu'un de curieux. Maxime, allons poser des questions à Régent Lapointe, chercheur en cancérologie, pour un cours 101.
de cancérologie. Régent, moi, il y a une question que mon père me pose depuis 15 ans, depuis que j'ai commencé à faire de la recherche en cancer. Pourquoi il y a plus de cancers aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est vrai d'abord, cette affirmation-là? Moi, je me souviens, au début de ma carrière, on disait une personne sur 3 dans sa vie va être atteinte du cancer. Maintenant, on est rendu à 42, 43, 45 %. Presque une personne sur 2. C'est quasiment une personne sur 2. Donc, est-ce que ça augmente? Oui. Est-ce que ça veut dire que concrètement, de façon objective, il y a beaucoup plus de cancers qu'avant? C'est difficile à dire parce que nos méthodes de détection sont beaucoup améliorées. Il y a certains types de cancers que, oui, effectivement, il y en a plus qu'avant. Il y a d'autres qui en ont moins qu'avant. Cancer du poumon avec le tabagisme qu'on contrôle mieux, il y en a moins. Il y a plus de cas de cancer, mais le cancer, en proportion, du moins, on arrive à mieux, en tout cas, le détecter et le traiter que c'était le cas il y a 15, 20, 30 ans, Régent. Absolument, c'est sûr qu'on est plus efficace. Puis grâce à la recherche, Voilà. grâce à la recherche, on aime toujours dire, surtout à l'Institut du cancer de Montréal, c'est un peu comme notre slogan, là, que la recherche d'aujourd'hui, c'est les traitements de demain. Puis c'est absolument vrai. Ce qui est utilisé aujourd'hui, la grande majorité, c'est des traitements puis des approches, prendre soin des patients. C'est issu de la recherche. La recherche d'abord dans les laboratoires, comme on fait moi dans mon cas, qui vont graduellement vers la recherche plus clinique. Et ça, c'est important de le dire, hein, comme la recherche fondamentale. Quand tu prends l'équivalent en musique, les gens trouvent que c'est du poussage, c'est du soufflage de nuages, alors que c'est le début. La recherche fondamentale. En fait, c'est qu'on ne sait jamais d'où va venir l'innovation. C'est que la recherche fondamentale, en tout cas en art, des fois, c'est juste l'idée de rechercher comment on fait, comment on explore. Le sujet de l'exploration devient secondaire, mais c'est quand même utile apprendre à explorer. Ouais. Je sais pas comment... Ça a l'air intéressant avec ce que tu fais, Régent. J'ai une chose que je peux raconter, l'histoire du docteur James Allison, qui a gagné le prix Nobel, parce que c'est pour ses... ça doit être une bonne histoire. Justement, pour avoir mis l'immunothérapie concret en clinique et que ça sauve des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes maintenant par année. Et lui, au début, il ne travaillait pas sur le cancer. C'était un chercheur fondamental qui étudiait le système immunitaire. Puis moi, je me souviens très bien d'avoir vu des éditoriaux très, très, très... agressif, acerbe, dans la fin des années 90, dans les années 2000, qui disait arrêtez d'investir dans l'immunothérapie du cancer, ça n'a aucun rapport avec le cancer. Le cancer, c'est une maladie génétique, ce qui est vrai aussi. Faut faire ça, génétique, chimio, etc. Et puis, le docteur Allison, il a découvert un principe fondamental dans la régulation du système immunitaire, et puis ils l'ont appliqué au cancer, et puis, the rest is history, désolé. Donc, le reste, c'est l'histoire. S'il n'y a pas la recherche fondamentale pour comprendre le fondamental de ce qui se passe dans un corps humain, à tout le moins dans ce qui nous intéresse, on ne pourra pas construire ou développer des nouvelles approches thérapeutiques. Vive la recherche fondamentale. Vive la recherche fondamentale, voilà, c'est ça le moral de l'histoire. Oui. Chapitre 2 de notre cours de cancérologie, Régent. Mettons qu'on se fait un top 3 des caractéristiques de ce que c'est le cancer, ce qui nous aide à mieux le comprendre, mais l'attaquer aussi. Ouais. À la base, le cancer, c'est une maladie qui est issue d'une altération génétique. Il y a quelque chose dans l'ADN, dans le code, le grand livre qui explique comment notre corps fonctionne, comment on fonctionne, comment on construit des cellules, comment tout va. Ce livre-là, il y a une altération. Il y a une page qui est arrachée, il y a un mot qui est enlevé. Il y a un petit typo quelque part dans le texte. Exact. Et ça arrive des milliers, même on estimait qu'il y avait 1 million d'altérations génétiques par jour qu'on avait dans nos cellules, dans notre corps. Qui arrive en chemin ou... Qui est normal. Qui arrive parce qu'on est exposé à des rayons ultraviolets, parce qu'on a des agressions, parce qu'il y a des imperfections de la façon que nos cellules fonctionnent des fois. Soit là à la base, soit en chemin. Exactement. Okay. Mais il y a des correcteurs, des gens, des correcteurs qui viennent réviser que notre livre, il n'y a pas trop d'erreurs. En gros, on a des systèmes de correction qui sont capables de détecter ces altérations-là et de les corriger. Donc, Puis deuxièmement, si la correction, l'altération est pas corrigeable, nos cellules sont capables de se suicider. Une cellule qui a des altérations génétiques, qui c'est dangereux ou qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, la cellule va carrément
Non, il y a quelque chose qui se passe pas bien, je m'élimine. Ce livre-là est pas bon, on le met à la poubelle, on va pas l'éditer. Je me mets moi-même à la poubelle. Moi-même à la poubelle à ce moment-là. La cellule. Donc, mais malheureusement, comme on disait tout à l'heure, presque une personne sur 2 va avoir une mutation à l'origine qui va faire en sorte que, ça échappe tous ces systèmes de protection. Il y a le système immunitaire aussi qui est capable d'éliminer les cellules aberrantes ou les cellules mutées. Voilà ce que je retiens de ce que c'est un cancer. Ça se divise sans arrêt, genre comme le champignon dans un sous-sol humide qui arrête pas de se répandre. Ça trouve des moyens de résister au système immunitaire, de dire aux globules blancs « circulez, il n'y a rien à voir ». C'est génétiquement instable. Ça veut dire, entre autres, qu'il évolue sans cesse pour déjouer nos défenses et nos traitements. Ça crée de nouveaux vaisseaux sanguins pour se faire livrer plus de nourriture et continuer à croître comme un service de livraison à domicile VIP. Ça fait des métastases, ça colonise le corps humain aussi efficacement qu'un virus en pandémie. Et quand c'est une cellule qui va devenir un cancer, c'est sûr que elle va se diviser de façon incontrôlée, hors de contrôle des différents systèmes qu'on a dans notre corps pour confiner ça ou pour cesser ce problème-là. Et évidemment, ça va être l'accumulation de ces cellules aberrantes à des milliards de copies. Et au fil du temps, il y a plein d'autres mutations qui vont s'ajouter. C'est de sorte que le fameux livre, là, il est vraiment bousillé. Là. Notre génétique dans les cellules cancéreuses est extrêmement affectée. Il y a des pages d'arrachées, comme je disais. Il y a des chapitres qui vont être dupliqués. Il y a des mots qui vont être inversés. C'est au niveau biologique, c'est affreusement fascinant de voir à quel point c'est altéré. C'est comme un chaos qui s'installe. Ouais. Absolument. C'est quasiment comme on appelle l'évolution darwinienne. C'est comme de la sélection naturelle qui fait en sorte que c'est les mutations qui vont s'accumuler qui vont être le plus efficaces pour que la cellule pousse. Il y a comme une déconnexion. Si ça la devient cellule, quelque chose d'autre, c'est plus toi. Ça devient une entité en soi. C'est la première barrière de protection, là, à part, puis elle devient pire. Et voilà. OK. Ouais. Elle devient encore plus monstrueuse. Ouais. Okay, c'est comme les pensées. Non, mais c'est comme les chambres à écho, c'est le problème, c'est que tu te répètes. C'est un peu comme les fausses nouvelles qui sont virales sur les réseaux sociaux, Maxime. Absolument. C'est un bon point. Souvent, on parle de lutte au cancer, on parle de combat. Je sais que pas tout le monde est à l'aise avec cette image-là. Comment tu vis avec ça? Moi, personnellement, combattre le cancer, c'est comme si j'entrais, que je m'accotais contre un miroir puis que je me mettais à pousser. Je vais pousser à égale force avec moi-même jusqu'à épuisement puis je vais mourir. Moi, dans mon cas, c'est laisse-les passer. Laisse-les passer, laisse-les... Puis moi, mon état d'esprit, c'était clair. Dès le début, là, ça a été comme, OK, là, moi, DJ Champion, ça n'existe plus. Je veux voir personne chez nous, j'ai pas d'amis, puis that's all. Puis on verra la suite. Même, tu sais, moi, la musique, ça a été ma vie depuis que j'ai 4-5 ans. Même ça a pris le bord. Là, moi, je reset tout. Je me bats pas contre rien, je laisse tout passer. Pas se forcer pour rien. Pour rien, pour être quelqu'un que je ne suis pas. Puis moi, ça a été ça. Donc moi, quand j'entends le combat contre le cancer, pour moi, c'est une hérésie totale. Mais je sais que pour d'autres, ça peut être utile. Chacun a sa technique. Chaque patient a une façon de voir les choses qui est différente, mais chaque cancer aussi est différent. On l'a nommé tout à l'heure. Mais comment on sait qu'un cancer est dangereux, Régent? Qu'est-ce qu'on utilise en clinique pour donner une cote, une note au cancer? Oui, il y a 2 façons au début quand les patients sont diagnostiqués. C'est ce qu'on appelle le stade et le grade. Peut-être vous avez entendu ça. Des fois, on vous le dit. C'était stade 3. Stade 3. L'informe de stade 3, Maxime. Okay. Donc, pour le grade, ça, c'est vraiment plus technique. Et puis, c'est des médecins spécialistes qui évaluent ça, qui s'appellent des pathologistes. Et eux et elles, ils reçoivent un petit morceau de la tumeur, ils mettent ça sur une lame, puis ils font différentes colorations, puis ils sont capables d'établir le grade. Et le grade est en fonction
jusqu'à quel point les cellules cancéreuses ils sont différentes des cellules normales d'où ils viennent. Plus ils ressemblent aux cellules normales de rein, si c'est un cancer du rein, ben le grade va être à ce moment-là bas. Et ça va donner une indication de l'avancement de la maladie. À quel point le chaos s'est installé. À quel point le chaos s'est installé, à quel point c'est rendu des cellules monstrueuses différentes des cellules normales d'où ce cancer-là est issu. Donc ça, c'est le grade. Pour le stade, ça, c'est en fonction de l'abondance de cellules cancéreuses ou de tissus cancéreux que vous avez et de la dissémination dans le corps. Donc, si la tumeur est petite et elle est juste au site primaire, il n'y en a pas nulle part ailleurs, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas fait des petites métastases proches, bien ça, à ce moment-là, bien, le stade va être bas. Ils sont restés dans le rein, par exemple. Ils sont restés local, exactement où le cancer a commencé. Et plus le stade augmente, bien plus plus il y a de tissus cancéreux, plus c'est gros et plus c'est disséminé. Stade 4, évidemment, le plus élevé, bien là, à ce moment-là, il y a des métastases à distance et la maladie est très avancée. Il y a beaucoup de masse tumorale. Donc, ces deux informations-là, pourquoi c'est important pour les cliniciens, c'est que ça nous permet de déterminer justement l'avancement de la maladie et qu'est-ce qu'on va faire avec le patient? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme traitement, comme approche, comme prise en charge clinique? Et ça, c'est hyper important de déterminer ces deux aspects-là parce qu'on veut donner les meilleurs traitements, les meilleures opportunités possibles au patient en fonction de où il est rendu dans sa maladie. J'ai l'impression que dans les 10-12 dernières années, Régent, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans gérer la maladie, augmenter la qualité de vie. C'est drôle, petit détail. Tu viens d'utiliser, pour remplacer le combat, gérer la maladie. Ouais. Merci. Gérer, puis même que ça devienne une maladie plus chronique. Est-ce que parfois, c'est vrai qu'on a changé notre fusil d'épaule, j'ai envie de dire, Régent? Il y a 10-12 ans, est apparu dans le coffre à outils des cliniciens l'immunothérapie. Et ça a vraiment été une révolution. Là. Au point où il y a eu le prix Nobel de donner à Dr. Allison et Honjo. Là, il y a eu les premières générations d'immunothérapie qui ont vraiment fonctionné. Puis il y a des patients, comme je disais, des maladies où c'était malheureusement très difficile. Certains cancers de la peau métastatiques et tout ça avancé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Sur 5 ans, il n'y avait plus grand monde qui survivait. Puis là, maintenant, on a des associations de survivants de ces maladies-là qui n'existaient pas avant. Et puis, il y a des cliniciens, même avec un cancer du poumon, qui maintenant... Normalement, malheureusement, leurs patients ne pouvaient pas beaucoup survivre parce que c'est des maladies extrêmement agressives. Puis avec l'immunothérapie, les patients, ils sont à toute fin pratique guéris. On ne trouve plus. Puis là, ils sont obligés de les suivre. Fait que ces patients-là reviennent à chaque année. Puis là, ils se disent, là, moi, je suis déjà occupé avec ceux qui sont malades. Fait que c'est des bizarres de beaux problèmes. Mais juste pour dire que oui, l'immunothérapie peut guérir le cancer. C'est à l'aise de l'affirmer. Bravo. Oui. Mais pas pour toutes les maladies. C'est pour ça qu'on fait la recherche pour essayer d'élargir puis de complémenter avec les autres approches comme la chimio, la radiothérapie puis la chirurgie. Le mot qui me vient en tête, Régent, à la lumière de toutes ces nouvelles recherches-là, c'est espoir. Le chemin qu'on a parcouru dans les dernières 10-15 ans est absolument incroyable. Et puis, il y a d'autres approches, tout ce qu'on appelle de médecine de précision, oncologie de précision, où on décode la tumeur de chaque personne pour savoir s'il y a une mutation pour laquelle on pourrait donner un médicament. Donc, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a encore beaucoup de défis. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut soutenir la recherche. C'est important la note d'espoir, parce que des fois, c'est décourageant. Moi, le premier traitement de chimiothérapie, ça s'est mal passé. J'ai eu une transfusion sanguine. On va le perdre. Puis, mais je suis là. Fait que continuez. Il y a une analyse d'études publiée en 2010 qui montre que les patients et les patientes du cancer qui sentaient avoir un fort soutien social, il y avait 25 % moins de risque de décéder. On s'entend que des câlins, ça remplace pas un traitement, mais mettons que ça fait pas de tort. Pour tout ce qui est paramédical, première affaire, va voir ton oncologue, puis il suit le traitement. Après ça, c'est du plus. Tout ce que tu donnes, si c'est Dieu, si c'est le magnétisme, si c'est la méditation transcendantale ou si c'est les bleuets, qu'est-ce que tu fais pendant que tu es en chimiothérapie? Tu te roules en boule, puis tu fais « Ah, je suis donc bien pas chanceux, je suis une victime, puis c'est donc bien plate, puis ça fait mal, puis je me sens comme de la merde. » Ou
tu fais comme « Hey, fuck yeah! » Tu fais de la visualisation, tu te calmes. C'est puissant, la visualisation. Je veux dire, les athlètes utilisent ça constamment parce que, justement, ça te permet de te pratiquer à quelque part. Une infirmière, une des vieilles qui est là, elle me regarde, elle dit « Ah, t'as bon moral, toi, tu vas guérir. » Puis ça m'a marqué et ça reste encore avec moi. Ouais, mon collègue Fred Saad, il dit toujours qu'un patient qui a justement une attitude positive, combattante, va toujours aller mieux. N'importe quoi qui va t'apporter une motivation, peu importe, ça va être... Il faut s'accrocher à ça. Moi, je dirais même plus qu'une motivation, une conviction. Une conviction, un bonheur total qui t'habite, qui fait que, oui, t'es là. C'est pour ça que c'est plus grand que combattre ou se battre. La conviction, tu te bats pas quand tu es convaincu. Je remercie encore Rebecca McConnell, qui était ma copine de l'époque et qui a fait un travail absolument magistral. Si vous êtes une personne qui accompagne, tu l'accompagnes jusqu'au bout, même quand le patient est dans un mode autodestructeur. Ça t'oblige pas à fermer ta gueule sur tout, mais quand t'accompagnes. Puis c'est sa compassion, puis de continuer dans sa compassion, d'accompagner. C'est extrêmement difficile. Donc, les accompagnants, soyez patients, soyez persévérants, et vous en serez bien récompensés. Absolument. Régent, être bien accompagné quand on est chercheur, c'est aussi important. À quel point tu dirais que ton entourage, c'est crucial pour toi dans ton travail? Ah, tellement. On aime dire souvent que notre laboratoire, nos étudiants, notre personnel professionnel de haut niveau, c'est comme notre deuxième famille, là. On va à la guerre ensemble, en quelque sorte. Moi, les 2-3 premières années de mon doctorat, il n'y a rien qui fonctionnait, là. J'étais découragé et là, j'allais voir mon patron, André Darvaux, pas le nommer, à Québec, quand j'étais à l'Université Laval. Puis quand je ressortais de son bureau, j'avais la conviction que j'avais le meilleur projet au monde, puis là, j'étais motivé. Puis là, je retournais dans le labo, puis je recommençais. Ah, oui. Puis jusqu'à temps que, après 3 ans, je commençais à accumuler les résultats, 4-5 ans. Puis là, mais il faut que tu sois prêt à accepter que 9 expériences sur 10 ne fonctionneront pas. Exactement. Il faut que tu acceptes que peut-être que ça donne rien. Oui, mais fais-le quand même, vas-y. Mais c'est rien que ça va te donner, te donne tout pour le succès qui s'en vient. C'est un cliché peut-être, mais c'est vrai. Mais c'est tout ensemble. Tes idées se bousculent parce que c'est super intéressant. Ben, dans ta famille aussi, dans ton band, les idées se bousculent. Puis plus les idées peuvent circuler librement, plus il va se passer des nouvelles connexions, plus il va avoir des nouvelles connexions, des nouvelles idées. Puis d'avoir cette famille-là connectée, c'est super important. Absolument. C'est comme un band. Absolument. C'est un band. Je aussi, c'est comme un band. Oui. Je trouve ça inspirant. Régent, y a-tu une place de bassiste ou de drummer dans ton labo qui s'est libéré? Écoute, moi je suis prêt à rapper 9 fois sur 10. T'as déjà été dans le band, Jean-Daniel. Mais y a encore de la place pour un retour à comeback? En tout cas, ta blonde n'en voulait plus. T'étais tout un membre du band, d'ailleurs. Jean-Daniel a été un des étudiants les plus productifs que j'ai eu, puis il a fait une maîtrise. Il a été 1 an et demi, 2 ans dans le labo. Ah ouais, et okay. 2 articles, un chapitre de livre, un brevet qui a mené à ma compagnie. Jean-Daniel, c'était une superstar. Là. Ah, wow. Bravo. Régent, si t'es prêt à me prendre, moi... Faut par contre que je puisse aller voir des shows de champions encore les vendredis après-midi. Est-ce que ça te va? Ça a fini là que vous êtes partis. Venez voir un de mes shows. Ben, ça y est, on a un rendez-vous. Ben cool. Oui, OK, ça y est, c'est fait. On va aller voir un de tes shows, Jean-Daniel puis moi, bientôt, certainement. Maxime Morin, Régent Lapointe, un grand merci pour votre participation. C'est un plaisir, les gars. Merci à vous deux. Immense plaisir, merci. Merci d'avoir écouté La Voix du cancer. Si, comme moi, vous voudriez soutenir les recherches de l'Institut du cancer de Montréal, rendez-vous au icm.qc.ca pour faire un don. Parce que les traitements de demain, ils passent par la recherche d'aujourd'hui. La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, présenté par La Roche-Posay. À l'animation et à la co-scénarisation, Jean-Daniel Doucet. À la recherche et à la co-scénarisation, Stéphanie Dubeau. À la réalisation, Nathalie Pelletier. La prise de son, le mixage sonore, la musique originale et la production sont signés Underground.